Alors, je vais vous parler pendant 3 vidéos de l'histoire du Champ de Mars. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des grands chamboulements au Champ de Mars. On discute de projets pour le transformer. Et pour bien préparer l'avenir, il faut comprendre les choix du passé. C'est très important de comprendre des choix qui sont parfois subtils et mal connus. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de documents, de livres, de vidéos sur la Tour Eiffel, mais il n'y a quasiment rien sur le Champ de Mars. Et pourtant, c'est un lieu très intéressant. Et la troisième raison, justement, c'est que depuis le XVIIIe siècle, le Champ de Mars concentre une quantité d'événements essentiels de l'histoire de France. Cette troisième vidéo sur le Champ de Mars va débuter au lendemain de l'exposition de 1900. L'exposition universelle de 1900 a été un succès considérable et quand on l'a détruit, c'est un no man's land, une désolation totale et le Champ de Mars va changer de nature à ce moment-là. On va décider d'en faire un jardin, il va y avoir une grande réflexion pour savoir comment on fait et donc le XXe siècle, ça va être l'histoire du Champ de Mars comme jardin. Avant de parler de la question de la transformation de cet espace en jardin, je voudrais revenir un petit peu sur la question de la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, comme vous l'avez vu, elle est un peu passée de mode et c'est un grand machin très encombrant au milieu de Paris et qui est assez critiqué. Et c'est là qu'intervient un militaire qui est en même temps un grand scientifique, qui est le général Ferrier, et qui utilise la Tour Eiffel pour faire des expériences de télécommunication. Il a dans son équipe une jeune recrue qui est Louis de Broglie, qui sera le créateur de la mécanique, de ce qu'on appelait la mécanique ondulatoire, ou encore appelée mécanique quantique, donc qui est un des grands scientifiques du XXe siècle et qui va travailler avec lui au pied de la Tour Eiffel. Alors le général Ferrier est bien embêté parce que il sent que cette tour Eiffel elle est menacée. Il y a beaucoup de gens, d'intellectuels en particulier, qui demandent sa destruction. Et lui, il pense qu'il ne faut pas la détruire parce qu'elle est très utile à la question des télécommunications. Et d'ailleurs, cette intuition s'avérera très juste au moment de la guerre de 14-18, où là, cette espèce de grande antenne servira beaucoup dans le démarrage et le cours de la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le général Ferrier? Eh bien, il va accréditer l'idée que c'est non seulement un bâtiment qui a de l'intérêt sur le plan technique, mais que ça a aussi un intérêt artistique. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à développer le culte de Gustave Eiffel. C'était assez scabreux à l'époque parce que Gustave Eiffel était pris dans des scandales financiers, notamment le scandale de Panama, et il a fini la fin de sa vie tout à fait discrédité et il a même été menacé d'aller en prison. Mais le général Ferrier fait sculpter par Bourdelle un buste qui est doré à la feuille et qui, en quelque sorte, sanctifie à la fois Eiffel et sa tour. Et ce buste est installé sous la tour Eiffel, et donc ça, cette espèce de, comment dire, de mise en valeur du caractère exceptionnel d'Eiffel contribue à pérenniser la tour. Alors, le problème, c'est qu'on sanctifie en quelque sorte Eiffel et on oublie dans la foulée le véritable créateur de la tour Eiffel, qui est l'architecte Sauvestre. Alors, Ferrier, donc vous voyez, a beaucoup d'importance à ce moment-là dans la pérennisation de la tour Eiffel, et on va lui faire un monument une fois qu'il est mort, et ce monument va être confié à un sculpteur assez important à l'époque, qui est François Sicard. Alors François Sicard est un sculpteur qui se caractérise par son côté farouchement républicain. C'est un proche de Clémenceau.
Il a fait des bustes de Clémenceau et il a fait aussi, par exemple, le groupe central du Panthéon qui représente la Convention. Donc c'est un groupe avec beaucoup de personnages. Et il fait aussi des choses variées, comme par exemple l'archange Saint-Michel qui est au-dessus de Montmartre, etc. Et donc ce monument à Ferrier est assez intéressant au Champ de Mars parce que le Champ de Mars est un lieu où il y a eu énormément de sculptures à la fin du 19e siècle. C'était un lieu extrêmement riche sur le plan artistique et bizarrement, un des seuls monuments qui reste à l'heure actuelle, c'est ce monument tardif fait par Sicard en honneur du général Ferrier. Donc au début du XXe siècle, il y a un tournant majeur pour l'espace du Champ de Mars qui est sa transformation en jardin. Alors cette transformation, la première chose qui se dégage, c'est que c'est un processus assez long et assez interactif dans lequel il y a beaucoup de projets, de contre-projets, les gens discutent beaucoup. C'est assez intéressant à voir ça parce que à notre époque, il y a certes des consultations, mais on a l'impression que les discussions sont plus unilatérales. Les projets, quand ils sont soumis à consultation, sont déjà quasiment ficelés et ça va quand même assez vite, quoi qu'on en pense. À l'époque, il y a eu vraiment une concertation très approfondie, des projets, des contre-projets, des discussions, et ça a duré un certain nombre d'années. Alors, quelles étaient les idées ou les conceptions de ce jardin qui se sont affrontées? Alors, on peut dire, dans les grandes lignes, qu'il y avait au départ, il y avait deux idées, deux parties, on pourrait presque dire. Il y avait d'abord, il faut voir que le conseil municipal, enfin, il faut voir que Paris, à l'époque, n'était pas gouvernée par un maire, mais par l'administration. Mais par contre, elle avait un conseil municipal avec des élus. Alors ces élus ont été assez actifs dans la conception du Champ de Mars, et notamment les élus de gauche et les élus du 15e arrondissement. Quelles étaient leurs idées directrices? Ils voulaient que le Champ de Mars ait un intérêt populaire, si je puis dire, et pour cela, ils ont vraiment promu deux idées importantes. La première chose, c'est qu'il y ait un certain nombre de distractions au Champ de Mars, que ce soit un lieu pour qu'on aille, où on aille se distraire et se promener le dimanche. Alors pour ça, ils prévoyaient des lieux pour le sport, des gargotes. Il y en a qui demandaient qu'il y ait un port de plaisance le long de la Seine, côté Tour Eiffel. Il y en a d'autres qui ont imaginé que c'était l'époque où les dirigeables, on croyait encore aux dirigeables, que ça soit transformé en port de dirigeables. Et il y en a qui voulaient, puisque les hivers on était tout à fait à la fin du petit âge glaciaire, que la pelouse centrale puisse être transformée en patinoire en hiver. Bref, qu'il y ait un certain nombre de sports et de distractions. Il en reste d'ailleurs un certain nombre, cette conception a laissé des traces. Vous avez par exemple des lieux, des enclos pour le sport, un certain nombre de choses qui sont héritiers de cette vision-là. Leur deuxième idée, et c'est peut-être l'idée la plus importante, c'est qu'ils ne voulaient pas que le Champ de Mars soit d'un bloc, parce qu'ils ne voulaient pas isoler le 15e arrondissement, qui était déjà un quartier ouvrier et jugé comme périphérique. Ils voulaient au contraire qu'il y ait une bonne circulation et que le 15e et le 7e, en quelque sorte, on aille de l'un à l'autre et que ça s'interpénètre facilement. Et ils étaient farouchement demandeurs de rues qui traversent le Champ de Mars. Et d'ailleurs, au départ, il était prévu plus de rues qu'il y en a à l'heure actuelle. Il y avait non seulement les rues, disons, parallèles, orthogonales, mais ils avaient prévu un système de diagonale. Donc le Champ de Mars était un lieu sur lequel ils mettaient vraiment l'accent sur le fait qu'ils ne devaient pas séparer le 15e et le 7e, mais qu'au contraire, on puisse aller de l'un à l'autre et que ça favorise les échanges. Alors, quel était le point de vue de l'administration? Alors, l'administration, il faut voir qu'on était à une époque où l'urbanisme de prestige était plutôt développé rive droite, avec l'environnement du parc Monceau, la plaine Monceau et les Champs-Élysées.
Et l'administration parisienne était assez fière de cet urbanisme qui donnait du prestige à la capitale. Et par contre, côté rive gauche, le Champ de Mars, comme je l'ai dit, était un terrain vague. Et puis au-delà, c'était des quartiers ouvriers très pauvres. Et donc ils avaient la volonté de rendre cette partie de Paris plus prestigieuse et peut-être aussi prestigieuse que la rive droite. Et donc pour eux, le Champ de Mars devait être une sorte de Champs-Élysées vert de la rive gauche. Alors pour rehausser le niveau de prestige du Champ de Mars, et puis aussi pour le financer, ils ont eu l'idée de lotir les bords en y mettant des immeubles. Alors effectivement, le fait de vendre des immeubles, ça rapportait beaucoup d'argent et ça permettait de faire les aménagements nécessaires. Mais ils ont voulu aussi que ces immeubles soient prestigieux. Et c'est pour ça que la première rangée d'immeubles, qui est contre le Champ de Mars, a été dédiée à des hôtels particuliers qui, effectivement, sont souvent très beaux et amenaient ici des personnalités et évidemment des gens très aisés. Alors donc après un certain nombre de débats entre les élus parisiens et l'administration, finalement le projet s'est un petit peu dessiné et il a été confié à deux personnalités très importantes qui sont l'architecte Formiger et le jardinier, ou disons le paysagiste Forestier. Jean-Camille Formiger est un architecte particulièrement brillant. Il est intervenu dans des restaurations importantes comme celle de l'abbaye de Conques ou de la tour Saint-Jacques, dans certaines constructions comme le viaduc Bir-Hakeim. Mais surtout, il a longtemps été architecte en chef des promenades et jardins de la ville de Paris. C'est lui qui est le créateur des serres d'Auteuil et d'un certain nombre de jardins à Paris. Et c'est lui qui va prendre en charge le Champ de Mars. Alors, j'insiste sur le fait que créer un jardin, enfin, on a l'impression qu'un architecte, c'est quelqu'un qui crée des bâtiments, mais créer un jardin, on ne comprend pas toujours que ce soit une œuvre d'architecture. Et en fait, créer un jardin, c'est quelque chose de très subtil, qui nécessite de comprendre les usages et de bien réfléchir à la façon dont ça va fonctionner. Et il faut bien voir que le Champ de Mars, c'est pas simplement un espace vert dans lequel on a mis de la verdure, c'est vraiment quelque chose qui a été conçu par un architecte. Je crois qu'on aurait assez de facilité pour comprendre que, par exemple, un jardin conçu sous l'Ancien Régime, par exemple, par le nôtre, aurait une structure qui doit être respectée. Il se trouve que, à l'heure actuelle, le 19e siècle est moins connu, moins compris, et je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas que l'œuvre de Formiger est quelque chose qui est une œuvre en soi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Formiger? Eh bien, d'abord, c'est qu'il a repris l'idée d'un jardin avec des rues traversantes. C'est-à-dire qu'il a fait un jardin très particulier, très original, qui n'est pas entouré de grilles et qui n'est pas protégé par des horaires. En effet, la plupart des grands jardins de Paris et de toutes les villes du monde, ils ont des grilles, ils ont des horaires, et c'est comme ça qu'est gérée sa sécurité, leur sécurité. Le Champ de Mars, il n'a pas de grille, pas d'horaire, on peut y venir 24 heures sur 24. D'ailleurs, tous ceux qui aiment Paris ont souvent profité le soir ou la nuit du Champ de Mars, surtout en été. C'est quelque chose de très agréable. Mais c'est quelque chose qui, si ça n'avait pas été conçu intelligemment, aurait pu mal tourner parce qu'il y a un problème de sécurité qui se pose dans un jardin à partir de certaines tailles. Et justement, l'idée de Formiger, qu'il a repris des débats précédents, c'est de créer des traversantes. Ces traversantes, c'est des rues qui ne sont pas trop grosses, qui ne génèrent pas beaucoup de trafic, mais qui sont régulièrement espacées, et qui font que partout où on est dans le Champ de Mars, on est finalement près d'une rue ou en vue d'une rue. Et donc, jour et nuit, les gens se sentent finalement en sécurité.
Ce système de rues traversantes, c'est un système informel. Personne ne se rend compte qu'il a été conçu de façon très originale et très intelligente, mais c'est grâce à lui que fonctionne le Champ de Mars. Ensuite, qu'est-ce que Formigé a fait d'autre? Alors, il a prévu une entrée progressive au Champ de Mars. Les deux rangs d'immeubles qui ont été construits sont construits d'abord en taille décroissante. Ceux qui sont plus près des hôtels particuliers sont plus bas, et tous sont entourés de petits jardinets. Si bien que quand on entre dans cet ensemble loti, on est déjà un peu au Champ de Mars parce qu'il y a beaucoup de verdure et on circule au milieu de ces jardinets, hein. La deuxième personne à être intervenue au Champ de Mars, c'est Jean-Claude Forestier. Il est intervenu en tandem avec Formigé, il est un peu moins connu que lui, mais il a eu une grande importance en fait. Alors lui, c'est qui? C'est un ingénieur des eaux et forêts. Il a une formation de polytechnicien au départ, et après les eaux et forêts, il a également fait Sciences Po. Donc c'est quelqu'un qui a une formation assez éclectique. Et il va imprimer sa marque au Champ de Mars. Alors, il a déjà fait, avant le Champ de Mars, des réalisations dans Paris qui sont importantes, notamment l'avenue de Breteuil. Et dans l'avenue de Breteuil, on retrouve un peu la même idée qu'au Champ de Mars en plus petit, c'est qu'il y a un espace vert qui est bordé par des routes. Et les routes font que l'idée même de clôturer l'espace vert serait absurde. Vous voyez, quand on est au milieu de l'avenue de Breteuil, personne ne penserait qu'il faudrait des clôtures. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites routes qui passent à côté et qui font que tout le monde est en permanence en vue, donc il n'y a pas de problème. Alors, au Champ de Mars, quel va être son apport? Eh bien, il va mettre une richesse botanique assez importante dans le Champ de Mars. Les gens qui s'intéressent à la botanique et à l'écologie peuvent comprendre que le Champ de Mars a une grande richesse d'essence végétale, notamment au niveau des arbres. Alors ensuite, il y a un deuxième aspect très important, mais qui malheureusement a été un peu effacé par le temps, c'est que Forestier avait des idées personnelles sur l'art des jardins, et en particulier, il n'aimait pas les bordures de plantes annuelles, genre œillet d'Inde, etc. Il aimait les bordures de plantes vivaces, et qui soit un peu haute et un peu fournie, si vous voulez. Et donc ça, c'est... Alors on en trouve des petits bouts encore au Champ de Mars, notamment dans les bordures, sur les parties latérales, jardin anglais, mais il paraît qu'autrefois le Champ de Mars était très beau parce qu'il y avait énormément de plantes vivaces. Alors finalement, le Champ de Mars, maintenant, il agrège trois parties qui chacune apportent un élément différent. Il y a d'abord au centre ce grand tapis vert qui est l'axe de la perspective entre la Tour Eiffel, le Trocadéro, École Militaire, et qui est vraiment approprié par les Parisiens. Beaucoup de gens y viennent en été pour s'asseoir, pour pique-niquer, etc. C'est vraiment là, on peut dire que l'idée des Champs-Élysées verts de Paris est bien réalisée, hein. Malheureusement, comme vous le savez, le projet actuel prévoit de rétrécir ce tapis vert et en plus de le mettre en hauteur à 30 cm, bordé de gros blocs de granit. Donc ce tapis vert sera peut-être plus la même chose dans quelques années, mais enfin c'est vraiment l'axe emblématique du Champ de Mars et un lieu très apprécié de tous les Parisiens. Alors de chaque côté, il y a un espace jardin anglais, qui est un espace beaucoup plus intime, avec des irrégularités, des sinuosités, et donc vous voyez, tout l'aspect un peu dur de la perspective à la française, il est compensé par cette intimité qu'on retrouve dans les jardins anglais. Et puis tout à fait sur l'extérieur, il y a les deux grandes allées cavalières qui sont à la fois très simples et magnifiques, et il est tellement agréable de se promener, et qui sont des sortes d'Unter den Linden à la française, dans lesquelles Forestier a mis des tilleuls, mais des tilleuls de Hongrie qui sont des tilleuls de grande taille. Alors cet ensemble est complété aux deux extrémités, d'abord par les deux jardins anglais qui sont de chaque côté de la Tour Eiffel et qui datent de l'exposition de 1878.
Donc c'est deux jardins qui sont très charmants, avec des bassins, avec des rocailles. Enfin, malheureusement, ils sont fermés au public et privatisés en ce moment par la Société de la Tour Eiffel, hein. Mais ceux qui s'en souviennent encore, et peut-être qu'à l'avenir ils seront à nouveau accessibles au public, c'est un des plus beaux endroits du Champ de Mars. Alors ensuite, côté école militaire, ça a été terminé plus tard, et c'est là qu'on a mis deux bassins qui très longtemps ont servi à des enfants de tout Paris de venir jouer au bateau. Enfin, c'était un lieu très animé, mais qui malheureusement n'est plus en eau depuis un certain nombre d'années. Et il a même été envisagé à un moment donné de prolonger le Champ de Mars, justement en détruisant les bâtiments sans intérêt de l'école militaire, en ne gardant que la partie historique centrale, en faisant des jardins tout autour et en incluant la place de Fontenoy par derrière, ce qui aurait augmenté considérablement le Champ de Mars et aurait finalement permis de ne garder de l'école militaire que ce qu'il y a de vraiment intéressant. Ça s'est pas fait. Alors donc voilà. Disons que à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a eu un changement de destination du Champ de Mars. C'est vraiment devenu un jardin, et un jardin qui a été vraiment mûrement pensé et structuré. Il faut vraiment insister là-dessus parce que quand il s'agit de jardin du grand siècle, comme tout ce qui est du grand siècle, on comprend que c'est une œuvre d'art et que ça a beaucoup de valeur. Mais ce qui est du 19e siècle, on a juste l'impression que c'est des hectares avec de la verdure à l'intérieur, mais on n'accorde pas à ce jardin de Formigier le même génie qu'on accorderait par exemple à le nôtre. Et c'est un tort, c'est un jardin qui est extraordinairement bien pensé. Alors, pendant la guerre et après la guerre, la grande machine artistique française est complètement à l'arrêt et la France a envie de reprendre le dessus. Alors, il y a une exposition qui est organisée, une exposition des arts décoratifs qui est organisée en 1925, mais elle est de taille relativement petite et ne concerne pas le Champ de Mars. Et puis, une grande exposition est organisée en 1937. Alors, cette exposition, généralement, on la présente comme une exposition universelle, mais c'est une erreur totale. En fait, ce n'est pas une exposition universelle et elle-même, elle s'intitule « Exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le thème est bien donné, c'est la vie moderne. Alors, ça veut dire que tous les pays des quatre coins du monde qui amenaient ce qu'ils avaient de plus beau et qui souvent étaient des choses assez traditionnelles et qui étaient fiers de participer et qui intéressaient le public, ils sont tout simplement éliminés parce qu'ils ne sont pas modernes. Donc ça resserre beaucoup les participants. Et puis surtout, en appliquant ça à la modernité, on incite les États à dire ce qu'ils pensent, qu'est-ce que c'est pour eux la modernité, et au fond, qu'est-ce que c'est pour eux que l'avenir de leur pays. Et petit à petit, la plupart des États amènent des projets politiques. Malheureusement, à l'époque, les projets politiques des divers participants sont souvent très violents. C'est ainsi que les pavillons les plus en vue, c'est le pavillon de l'Allemagne nazie, avec en face de lui le pavillon de l'Union soviétique. Et puis il y a un certain nombre de pavillons qui également sont très engagés, comme celui de la République espagnole, qui est quasiment entièrement tapissé de slogans politiques. Donc c'est une exposition qui, en se dédiant à la modernité, en fait, politise complètement l'exposition, et d'une part, et d'autre part, élimine la plupart des pays pour lesquels l'art, c'est d'abord un ancrage et une continuité avec la tradition. Et alors d'ailleurs, le titre de l'exposition, il n'est pas exposition universelle, parce que universel dans les gens de l'époque, il faut se rappeler que ça veut dire qu'il associe toutes les composantes de l'esprit de création. Là, ce n'est pas une exposition universelle, c'est une exposition internationale et qui est dédiée à la modernité et en fait dédiée à des projets de société. Autrement dit, cette exposition va être un ratage énorme, et ça va être une honte,
et finalement ça va être le tombeau des expositions universelles, en France tout du moins. Alors, pour cette exposition internationale, donc, il y a tout un ensemble de destructions et de constructions qui sont prévues. Alors d'abord, les destructions. Quel est l'état d'esprit à cette époque? L'état d'esprit, c'est que l'art de la Belle Époque, l'art nouveau, le style néo-baroque, tout ça, c'est considéré comme des vieilleries, comme des choses démodées, dépassées, et on liquide, on casse tout, on détruit, on envoie à la benne. Alors, il y a des choses très importantes qui sont comme ça, qui disparaissent, et la première d'entre elles, c'est le palais du Trocadéro, qui était un palais magnifique, un peu mauresque de l'époque néo-baroque. Il est détruit. Il est détruit, et on construit à la place le palais de Chaillot, qui est un palais en style, disons, une sorte de néoclassicisme art déco, qui est un style très austère, et qui incarne un peu la poussée d'une sorte de classicisme un peu brutal, qui est le contexte un peu fascisant de l'époque. Alors évidemment, on ne peut pas dire que le palais de Chaillot soit fascisant, parce que la France n'était pas fasciste à l'époque, mais il y a un contexte international. Et d'ailleurs, quand Hitler vient à Paris en 1939, eh bien, la première chose qu'il vient voir, c'est le palais. Ils en discutent avec son architecte Albert Speer, avec Arno Breker, et ça les fait beaucoup réfléchir, et ça sera le modèle d'un certain nombre de constructions nazies, notamment de la chancellerie du Reich. Alors, le palais de Chaillot, le palais du Trocadéro est détruit, et vous vous souvenez qu'il y avait des sortes d'ailes comment dire, en arc de cercle autour. Ces ailes ne sont pas détruites parce que ça aurait été trop coûteux, elles sont simplement mises dans un sarcophage de béton, et donc elles sont toujours là, les ailes, mais elles sont noyées dans un sarcophage de béton. C'est vous dire que c'est quand même une forme d'architecture assez brutale. Alors, que deviennent toutes les sculptures du palais du Trocadéro? Eh bien, elles sont considérées sans valeur et on les envoie en province, comme l'État a toujours fait. Quand il y a quelque chose qui est passé de mode, off, on envoie en province. Et il y a un certain nombre de sculptures qui sont notamment envoyées au musée de Nantes. Et le musée de Nantes, lui aussi, trouve que c'est complètement ringard. Et il envoie tout ça à la décharge, purement et simplement. C'est un problème général, hein, le 19e siècle a très mal été conservé au 20e siècle. Et c'est le cas de ces œuvres qui finissent à la décharge. Et on a eu beaucoup de chance parce que, en fait, elles ne sont pas été complètement enfouies dans les ordures pour une raison fortuite, c'est qu'elles servaient de cible d'entraînement à des chasseurs. C'était pratique parce que quand ils tiraient dessus et qu'ils atteignaient leur but, ça faisait ding. C'est ce qui les a sauvés. Et maintenant, la plupart d'entre elles ont été restaurées et sont sur le parvis du musée d'Orsay. Alors, voilà pour le palais du Trocadéro, dont il reste évidemment pas grand-chose. Et puis, il y a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, comme je l'ai dit précédemment, c'était à la fois une œuvre artistique et une œuvre technique. Mais toutes ces décorations sont jugées passées de mode, et on fait déposer toutes les décorations de la Tour Eiffel pour en faire un objet purement technique. Vous voyez, il y a une sorte de brutalisation de l'art à cette époque. On veut quelque chose qui exprime la force et la technique, et plus du tout cette espèce de fantaisie, de joie de vivre, d'ambiance artistique qui était celle de la Belle Époque. Et c'est depuis 1937 que la Tour Eiffel est appauvrie, et depuis, la plupart des Parisiens ont d'ailleurs oublié, y compris un certain nombre de conservateurs, ont oublié qu'autrefois la Tour Eiffel était un monument artistique magnifique. Alors, au palais maintenant, qu'est-ce qu'on construit? Donc, on construit le palais de Chaillot, je l'ai déjà dit, et il y a un certain nombre de sculptures qui sont mises en place. Alors, il y a eu des sculptures pendant l'exposition de 1937, notamment les fameuses sculptures de super-héros, de Thorac, devant le pavillon de la nazie, mais la France aussi, elle met des sortes de super-héros devant le palais de Chaillot. C'est les sculptures de Bouchard, que vous pouvez voir et qui sont toujours en place et qui sont parfaitement assorties au style de Thorac qui était sur place, ou au style d'Arno Breker, ou à la Kolkhozienne qui était sur le pavillon de l'Union soviétique.
Alors, il y a quand même un point positif dans l'exposition de 1937, et ça, il faut vraiment le souligner, c'est qu'elle a respecté le Champ de Mars. C'est-à-dire qu'elle s'est installée partout où il y avait de la place, mais elle n'a pas redétruit le Champ de Mars. Elle s'est installée qu'à des endroits libres, et donc elle a confirmé, en quelque sorte, le fait que le Champ de Mars n'était pas un espace vide pour 36 000 événements au fur et à mesure de l'actualité parisienne, mais que c'était un espace de jardin qu'il fallait respecter. Et elle-même l'a, disons, à 80% respecté, ne s'installant que dans les allées ou dans les vides restants, hein. Et donc, à l'issue de l'exposition de 1937, le Champ de Mars est vraiment un jardin. Voilà, alors, quelques années plus tard, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et c'est dans ce contexte, juste un peu avant et juste un peu après, que s'installe le grand face-à-face de deux grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale, que sont Joffre et Foch. Alors, ce face-à-face de ces deux cavaliers équestres incarne la mémoire de la Grande Guerre et la mémoire d'une grande victoire, dans un contexte où justement la France était en grande faiblesse. Et donc on voit tout le sens qu'a ce face-à-face. Alors la première des deux sculptures a été installée devant l'école militaire. C'est la statue de Joffre. Alors cette statue, au départ, elle était portée par les amis admirateurs de Joffre, et il était prévu de la mettre dans un lieu relativement extérieur, je crois place Dauphine ou quelque chose comme ça, porte Dauphine, pardon. Et, mais le contexte changeant, on a eu envie de la mettre devant l'école militaire. Et elle a été inaugurée en juin 1939 devant l'école militaire. Elle est l'œuvre d'un sculpteur qui a une personnalité particulière, qui est Maxime Réal Delsarte. Alors, c'est intéressant de dire quelques mots de la personnalité de ce sculpteur, parce que la plupart des sculpteurs néo-baroques sont des gens d'origine populaire, et qui sont passionnément républicains, dreyfusards, etc. Bon, il y a quelques exceptions, hein, mais l'immense majorité, c'est ça. Et Maxime Réal Delsarte, il fait partie d'une génération différente, qui est la génération d'après la Première Guerre mondiale, et lui, il a complètement viré dans l'autre sens. D'abord, son travail artistique, il diffère des artistes précédents. Ce ne sont plus des sculpteurs qui font des monuments aux grands hommes, c'est-à-dire des monuments pleins de, comment dire, qui sont très positifs et qui donnent exemple et qui cherchent à se remémorer des choses exemplaires. Là, ils sont plutôt accaparés dans cette génération à faire des monuments aux morts, ce qui doit être un petit peu déceptif à la longue. Et ce Maxime Réal Delsarte, il a aussi un engagement politique. Il devient un des fondateurs et président d'un mouvement qui s'appelle les Camelots du Roi, et qui est une sorte comment dire, de mouvement en appui de l'Action française, qui au départ distribuait les tracts de l'Action française et qui s'est un peu autonomisé pour être peut-être plus engagé que l'Action française encore. Donc un mouvement qu'aujourd'hui on qualifierait d'extrême droite. Alors, qu'en est-il de l'autre statue, la statue de Foch? La statue de Foch, donc, elle est installée à l'heure actuelle place du Trocadéro, et elle est l'œuvre d'un grand sculpteur de la période de l'Art déco qui s'appelle Vlerick, et qui a un musée dans le sud de la France, à Mont-de-Marsan. Alors, il a un peu tardé à la faire, ça a été un peu long, si bien qu'il est mort entre-temps et ça a été fini par un de ses collaborateurs. Ce qu'on retient généralement, c'est qu'il a fait des choix qui sont vraiment des choix artistiques et qui s'écartent du réalisme. Par exemple, Foch aimait bien se déplacer sur des petits chevaux qui étaient des pur sang de petite taille.
Mais pour la monumentalité de la sculpture, il a voulu mettre un grand cheval de grande taille, qui n'était pas du tout le genre de monture qu'affectionnait Foch. De même, pour donner une impression de chef dont la pensée et la cérébralité dominent la bataille, il n'y a pas mis son képi de maréchal, alors que pour les militaires, surtout de ce rang-là, c'est très important d'avoir cet insigne, cette décoration importante. Alors ce qui est intéressant à voir aussi, c'est les déplacements successifs de cette statue. On a beaucoup tâtonné pour lui trouver son emplacement, et c'est important de voir les pérégrinations de cette statue. Alors d'abord, elle a été mise sur la terrasse, entre les deux ailes du palais de Chaillot, face à la tour Eiffel, et assez avancée au-dessus de la Seine. Et finalement, ça n'a pas plu, parce que quand les gens arrivent par la place du Trocadéro, on voyait la statue par derrière, c'est-à-dire que les gens avaient le nez dans les fesses du cheval. Alors ensuite, ils l'ont mis dans un deuxième emplacement qui était face aux gens qui arrivent sur cette esplanade, en étant toujours sur l'esplanade, mais plus au bord de l'endroit où il y a une sorte de dépose des passants. Mais du coup, ça ne marchait pas très bien non plus, parce que, en fait, Foch tournait le dos à Joffre. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a remise un peu plus loin, au bord du rond-point. C'est-à-dire que quand on arrive sur cette esplanade du Trocadéro, on voit Foch des deux faces. Et Foch, il est dans la perspective, et il est dans la continuité du regard de Joffre. Donc cet emplacement, vous voyez, c'est le troisième emplacement. Et il est prévu, dans le grand projet d'aménagement du Champ de Mars, un quatrième déplacement qui mettrait Foch tout à fait au fond du square, au milieu des buissons, et complètement hors de portée par rapport à Joffre. Ce qui est une sorte de remise et de dernière étape du vainqueur de la Grande Guerre avant la mise dans les réserves, en quelque sorte. Ces déplacements sont assez intéressants de l'évolution du temps et d'une certaine façon de l'éloignement de la mémoire de la Grande Guerre. Bon, mais personnellement, je suis un peu réservé, parce que je trouve que la Grande Guerre est quand même, et cet axe Foch-Joffre est quand même un des signes forts dans Paris de la mémoire de la Grande Guerre, un peu comme la tombe du soldat inconnu. Et le fait de déclasser complètement la statue de Foch, ça me paraît pas une bonne idée. Alors, dans l'après-guerre, et tout particulièrement dans les années 60, c'est des années noires pour le patrimoine parisien. Ce sont les années Malraux, on peut dire, en gros. Et ce qui va se passer pour le Champ de Mars n'est pas très bon. Alors d'abord, c'est dans ces années-là qu'on autorise la destruction d'un certain nombre d'hôtels particuliers, qui étaient des hôtels magnifiques, et tout particulièrement l'hôtel de Sacha Guitry et de son père Lucien Guitry. C'était un hôtel particulier magnifique. Il est détruit et on a construit à la place une espèce de cage à poules très laide. La seule chose qui est conservée, c'est la statue de Lucien Guitry qui avait été édifiée par son fils Sacha. Alors c'est intéressant parce que cette statue, elle est dans une sorte d'enclave dans la parcelle privée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait tellement de statues à Paris, et la plupart ont disparu évidemment, il y avait tellement de statues qu'un règlement limitait la création de statues supplémentaires et interdisait d'élever un monument à un grand homme moins de 10 ans après sa mort. Et Sacha Guitry a fait élever ce monument, mais sur sa parcelle privée, qui est en quelque sorte sur laquelle il y a une ouverture du public, mais c'est une statue sur parcelle privée. Alors, autre événement dans les années Malraux, c'est la création de la tour Montparnasse, qui se place dans la perspective d'une façon assez laide, mais qui était considérée à l'époque comme quelque chose de très beau. Tour Montparnasse qui d'ailleurs va être rehaussée et élargie prochainement, végétalisée également. Voilà, donc la perspective
disons, Trocadéro, école militaire, est un peu perturbé par cette tour de Montparnasse qui, je le répète, va encore grossir prochainement. Alors, dans les dernières décennies, des monuments ont été érigés sur le Champ de Mars. Il y a en particulier deux monuments. Le monument pour la paix de Clara Alter et Jean-Michel Villemotte, d'une part, et d'autre part, le monument pour les droits de l'homme de Yvan Taymer. Alors c'est très intéressant parce que ces monuments ont un style complètement opposé et leur réception par le public est complètement différente également. Alors commençons par le monument pour la paix. Donc il a été érigé devant l'école militaire pour montrer en fait que l'école militaire était orientée vers la guerre, mais que le plus important en quelque sorte c'était la paix, et le mot paix était écrit en une multitude de langues. Ce monument se voulait moderne et était construit avec des matériaux modernes, pour une période transitoire et en s'autorisant à boucher la perspective. Il s'est vite détraqué, a été interdit au public, mais est resté sur place une vingtaine d'années. Toutes les associations, tous les riverains, tous les amis du Champ de Mars ont pétitionné pendant 20 ans pour le faire partir, et finalement il a été détruit récemment. Ce qui est intéressant dans ce monument, c'est que on voit que le parti pris de la modernité et le parti pris de matériaux et d'un style qui s'apparente à un peu de la quincaillerie finalement, est très mal reçu par le public. Et finalement, le monument a été détruit. A l'inverse, le monument d'Yvan Taymer n'a soulevé aucun problème et il est abondamment photographié par les gens qui passent. Les gens ne savent pas toujours que c'est un monument contemporain, mais il est très apprécié. Alors, Yvan Taymer est un sculpteur morave qui a fait comme ça des œuvres figuratives assez imaginatives, mais dans un style qui ne vise pas du tout la modernité, qui est une sorte d'histoire autonome de la figuration. Et il a fait des œuvres notamment à Olomouc en Moravie, en Italie, et aussi au Champ de Mars. Il était très apprécié personnellement par le président Mitterrand. Alors ce qui est intéressant, c'est que le public réagit bien. C'est un monument qui est très pris en photo, les gens l'aiment bien, personne n'a pétitionné contre. Et pourtant, j'ai remarqué que quand je me promène là-bas avec, par exemple, des journalistes ou des critiques d'art qui sont formés dans l'art contemporain, contrairement au public, eux, ils trouvent ça kitsch, bizarre, ringard, et finalement contraire à leur culture. Vous voyez, donc ça, ce sont des monuments ces deux monuments qui ont des destins si différents, font aussi réfléchir beaucoup sur la réception de l'art par le public et sur le fait que l'art actuel, il intègre des composantes assez différentes qui ne sont pas toutes aussi bien intégrées dans l'histoire de l'art, mais qui peuvent avoir une réception populaire très positive. Alors, vous voyez que le Champ de Mars, c'est beaucoup plus que l'écrin de la Tour Eiffel. C'est un lieu qui a eu une histoire extraordinairement riche, depuis Maurice de Saxe jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, c'est un lieu il faut comprendre que ce n'est pas simplement des hectares avec de la verdure, c'est un lieu qui a été vraiment extrêmement finement et intelligemment pensé, notamment à l'époque de Formigier, et que donc, avant de le changer, avant de le faire évoluer, avant éventuellement de l'améliorer, il faut surtout essayer de le comprendre et de ne pas détériorer ses équilibres et ses héritages. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Alors, pour ces 3 vidéos sur le Champ de Mars, si vous voulez avoir des informations sur les transformations actuelles qui sont prévues pour le Champ de Mars, et notamment pour avoir des éléments pour répondre à l'enquête publique, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Association des Amis du Champ de Mars. Ce sont des gens qui suivent la vie du Champ de Mars et qui ont fait une analyse très fouillée du projet actuel. Et je vous invite vivement à aller voir leur analyse.